Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal. Voici les titres. 20 ans de servitude pénale pour l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo et député national, 10 ans d'inéligibilité, décision de la condamnation par la Cour constitutionnelle dans l'affaire du procès du parc agro-industriel de Bukangalonzo contre l'opposant Matata Ponyo et demande son arrestation immédiate. Prévu pour ce jeudi 24 avril 2025, l'Alliance pour le changement, parti politique de l'opposition que dirige Jean-Marc Kabunda a un grand meeting qu'il dénomme d'éveil de conscience. Ce rendez-vous politique est le premier depuis sa sortie de la prison. Les détails dans ces journaux. Heureux pour moi de vous retrouver pour vous informer. Bienvenue dans cette édition d'information. La Première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a présenté le mardi 22 avril 2025 les condoléances officielles du gouvernement congolais à la suite du décès du pape François lors d'une visite à la Nonciature apostolique de Kinshasa, où elle a signé le livre d'or commémoratif. Suivez ces commentaires que nous signe Alpha Poisson. Devant le média, la chef du gouvernement, Judith Suminwa, a salué la mémoire du Saint-Père comme un homme de foi infatigable et un véritable ouvrier de la paix. Le Saint-Père a été quelqu'un plein de foi, un ouvrier de la paix. Et il l'a dit, il a démontré en arrivant ici en RDC, où il a dénoncé l'exploitation illégale des ressources qui nous amène à cette guerre qui a causé beaucoup de morts. Et il a beaucoup travaillé pour la paix dans le monde, en Afrique et particulièrement en RDC. Ça, je pense que c'est quelque chose que les Congolais n'oublieront jamais, quelles que soient les confessions religieuses, quels que soient nos états d'âme, nos états d'esprit. Nous savons que c'est un père qui était là pour nous et qui a beaucoup prié pour notre pays, pour notre avenir. Le pape François est décédé dans la matinée du lundi 21 avril 2025, a annoncé le Vatican dans un communiqué. Ce décès survient un mois après une hospitalisation prolongée. Et parlons justice, l'audience prévue ce mercredi 23 avril 2025 à la Cour de cassation sur l'affaire du parc agro-industriel de Bukangalonzo. La Cour vient de condamner l'ancien Premier ministre Matata Ponyo à 20 ans de prison de servitude pénale et 10 ans d'inéligibilité à partir de la fin de sa peine. En attendant l'arrêt de cette affaire prévue les 14 mai 2025. Suivez cet extrait choisi de la décision de la Cour choisie par la rédaction de RTVL. En fait, comme en droit, les infractions de détournement de la somme de 115 millions de dollars mises à charge des prévenus Matata Ponyo, Augustin et Christo Grobler Stéphanus, et de détournement de la somme de 80 millions de dollars mises à charge des prévenus Matata Ponyo, Augustin et Mutombo Mwananyembo de Gracias. De les condamner par conséquent, chacun à 20 ans de travaux forcés, d'ordonner leur arrestation immédiate, de condamner en outre les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyembo à l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité après l'exécution de la peine pour 10 ans pour les premiers prévenus et 5 ans pour le deuxième prévenu. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques. Vous les condamnez aussi à la privation, à la condamnation à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Vous ordonnerez l'expulsion définitive du territoire national après exécution de la peine du prévenu Christo Grobler Stéphanus. Condamner chaque prévenu aux frais d'instance
ça sera justice. J'ai dit, je vous remercie. Parti politique pour Durquet prévu pour ce jeudi 24 avril 2025. Le grand meeting du parti politique de l'opposition, l'Alliance pour le changement de Jean-Marc Kabound. Cette rencontre qui s'inscrit également à l'occasion du 3 ans de la formation de ces partis reste une occasion pour un réveil des consciences des Congolais et la réaffirmation de ces partis dans l'échiquier politique de la République démocratique du Congo. Suivez. Cette messe dite à l'église Saint-Joseph de Matongué dans la commune de Kalamou était en prélude de la grande matinée prévue ce jeudi 24 avril 2025 à Kinshasa et aussi à l'occasion du 3 ans de la formation du parti politique de l'opposition Alliance pour le changement du président national Jean-Marc Kabound Kabound. Un meeting qui s'inscrit dans la droite ligne pour déjouer ce qu'il qualifie de la dérive totalitaire et du réveil de la conscience des Congolais. Cette journée va permettre également de réaffirmer l'engagement du parti L'Alliance pour le changement. Selon plusieurs observateurs, laisse entendre que l'échiquier politique de la République démocratique du Congo s'apprête à connaître un revirement avec la tenue de ces meetings populaires à Kinshasa prévu pour ce 24 avril 2025. Cet événement va aussi marquer la première prise de parole publique de l'initiateur et président national Jean-Marc Kabound devant la population congolaise depuis sa libération intervenue après plus de 2 années passées d'incarcération. Les retours en scène politique marquent un moment crucial dans la trajectoire de ces partis de l'opposition. Ce meeting intervient dans un contexte politique tendu, marqué par des débats passionnés et des divergences profondes sur la gestion de la République démocratique du Congo. Restons toujours dans la politique pour parler de la situation politique en République démocratique du Congo. Ne présage pas les retours de la paix dans l'ensemble du territoire national. L'annonce de la suspension des activités du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, la saisie de biens mobiliers et immobiliers de Joseph Kabila, les retours de Joseph Kabila dans la partie orientale de la RDC et la restriction du mouvement de certains de ses collaborateurs a été évoqué par M. Damien Emery Kalura, président de la coalition populaire, joint au téléphone depuis la Belgique par la rédaction de la RTVL Kinshasa. Suivez. Voyez-vous, madame, comment ce régime est habitué à la diversion en direction du peuple congolais. Vous devez d'abord noter vous-même que M. Moutamba, c'est un cacique, c'est un membre du PPRD FCC. C'est vraiment un compagnon, un ami de Joseph Kabila. Et nous sommes vraiment très déçus de voir comment ces individus-là, donc Moutamba, Tshisekedi et Joseph Kabila, sont en train de se jouer des vies humaines en République démocratique du Congo. Ces annonces de poursuites sont une distraction à laquelle est habitué le peuple congolais. Vous le savez, le régime de Tshisekedi avait il y a peu annoncé des mandats d'arrêt, des condamnations à mort de plusieurs dirigeants du FCC et M23 AFC. Ce régime de Tshisekedi avait même juré qu'il ne négocierait jamais avec ces gens qui travaillent pour l'occupation rwandaise. Mais vous êtes témoin que ces gens sont en négociation au Qatar et sont en train de se préparer pour se retrouver à Lomé au Togo.
Donc, pour nous, peuple congolais que nous défendons, nous disons, il faut que ça s'arrête, que ce théâtre s'arrête et que le peuple congolais retrouve la sérénité et qu'on entame finalement une voie qui conduira le Congo à la dignité, à l'honneur, après 26 ans de souffrance, souffrance incarnée par le régime bicéphale de Tshisekedi et Joseph Kabila. C'est une distraction qui doit s'arrêter. Les Congolais sont très fatigués par cette diversion criminelle et soutiennent un changement radical du système politique, un changement qui passe par un nouveau pouvoir des ruptures et des renouveaux. Nous devons arriver à installer au Congo très rapidement un pouvoir de renouveau social et économique, des renouveaux sécuritaires et des renouveaux diplomatiques qui tournent définitivement la page abyssale de Joseph Kabila et Félix Tshisekedi qui ont sacrifié l'économie du Congo, ont sacrifié les vies humaines au Congo et sont en train de sacrifier le social du Congo et par-dessus tout, sont en train de sacrifier l'honneur et la dignité de la République démocratique du Congo et foulent au pied l'identité nationale et l'intégrité du territoire national. Donc, c'est des individus qu'il faut vraiment conjuguer au passé. Autre chose à présent dans ces journaux, comment permettre l'accélération du développement économique de la République démocratique du Congo. Le gouvernement vient de valider les projets de loi portant organisation et fonctionnement de marchés boursiers en République démocratique du Congo. Ces projets vont permettre d'introduire des technologies de pointe en RDC. Encore une fois, suivez. Le gouvernement congolais vient de valider le projet de loi portant organisation et fonctionnement des marchés boursiers en République démocratique du Congo. Ces projets de loi d'un Wall Street national va permettre d'accélérer le développement économique de la République démocratique du Congo et de favoriser le financement des investissements et le développement du secteur privé. Le ministre des Finances, Doudou Famba, estime qu'il est impérieux de doter la RDC d'un cadre légal pouvant permettre la mobilisation des capitaux pour le financement à long terme de l'économie nationale. Cette loi portant sur les marchés boursiers se décline à 8 titres et aborde plusieurs problématiques, dont celle relative à l'institution d'une bourse des valeurs mobiliers et d'une bourse de marchandises en République démocratique du Congo, d'une autorité de régulation des marchés financiers, d'une ou des entreprises du marché, des organismes de placement commun et des banques de règlement et dépositaires centraux des titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a salué la validation de ces bourses car ça permettra d'introduire des technologies de pointe en République démocratique du Congo, notamment la blockchain pour réguler, centraliser et garantir la traçabilité des échanges des ressources stratégiques. Lisons ces communiqués de l'hôtel de ville de Kinshasa en exécution de la décision du gouvernement de la République et afin d'une part de faire respecter les normes urbanistiques et la réglementation en matière de servitude et d'emprise publique et d'autre part de préserver la viabilité des installations de l'usine de captage d'eau de la Régie des eaux ainsi que son bon fonctionnement. Les gouvernements provinciaux de la ville de Kinshasa informent l'opinion publique qu'il procédera à la démolition de toutes les constructions anarchiques érigées à la baie d'Engaliema, le long du lit du fleuve Congo, dont les 48 heures à dater de la publication du présent communiqué. Et tous les habitants concernés sont donc priés de prendre des dispositions nécessaires. Et puis, 5 personnes sont portées disparues, dont des enfants, lors
du naufrage qui s'est produit le mardi 22 février 2025 sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville. Ce bilan a été donné par le chef des postes de communication du commissariat fluvial du Beach Ngobila, Adolphe Mukengeshaï Mutoke. Ce naufrage a eu lieu lors de la traversée d'un canot rapide de la société Celtef en provenance de Brazzaville pour Kinshasa. Lydie Diamba pour les reportages. C'est vers 9h30 que cette alerte du naufrage a été donnée sur le fleuve Congo. Un canot rapide de la société Celtef de Brazzaville en partance pour Kinshasa pour sa première rotation coulait déjà. Les unités des commissariats fluviales de Beach Ngobila ont rapidement été dépêchées pour sauver des vies. En dépit de tous ces efforts, certains passagers sont encore portés disparus. Nous avons récupéré au total 12 passagers. Sur 15 passagers plus 2 enfants. Le manifeste était établi avec un nombre de 16 passagers. Il y a eu un non partant qui, au départ de l'embarquement, n'avait pas pris place à bord. Donc, les canots a quitté avec 15 passagers plus des enfants. Les personnes qui sont disparues sont de sexe. Une religieuse qui est RDC, une dame qui est RDC et un monsieur qui est de Congo-Brazzaville, plus les 2 enfants qui sont RDC. Une grume dont l'origine est inconnue traînait en plein milieu du fleuve au moment de la traversée du canot rapide qui provenait de Brazzaville. Le moteur du canot a été endommagé lors de ces chocs. Cet énième naufrage sur le fleuve Congo relance la problématique du bâtissage du dit fleuve et le port obligatoire des gilets de sauvetage par les passagers et équipages. Il est intervenu quelques jours après un autre naufrage qui s'était produit dans la province de l'Équateur et qui a fait plusieurs dizaines de morts. Et puis en religion, comment le Vatican procède pour élire le nouveau pape et quels sont les cardinaux du collège qui sont éligibles pour remplacer le pape François au Saint-Siège? La réponse de cette question dans cet élément de nos confrères de la LCI. Suivez. Eh bien, il va être élu par les cardinaux réunis en conclave et ça devrait se tenir d'ici le 10 mai, d'après les premiers échos de la presse italienne. Dans le détail, on compte 135 de ces cardinaux électeurs. Tous ont moins de 80 ans, c'est la règle. 53 Européens, dont 17 Italiens et 6 Français, 23 d'Asie, 23 d'Amérique latine, 18 du continent africain, 14 d'Amérique du Nord, 4 d'Océanie. Quant au vote en lui-même, c'est cet homme qui le préside, Giovanni Battista Re, le doyen du collège des cardinaux. Tout va se dérouler à huis clos à l'intérieur de la chapelle Sixtine. Pas de téléphone, pas de télévision, pas d'internet. Le scrutin se déroule à bulletin secret. La règle veut aussi que les cardinaux s'abstiennent de voter pour eux-mêmes. En théorie, des sessions de vote vont se tenir jusqu'à ce qu'un non recueille les 2/3 des suffrages, 90 voix. Si aucun candidat n'obtient la majorité, on continue jusqu'à 4 sessions au cours d'une même journée. Puis vient le dépouillement. Les bulletins sont brûlés 2 fois, à midi, puis à 19h. Et là, le monde entier scrute le toit de la chapelle Sixtine, car vous le savez, c'est la fumée qui s'en échappe qui indique l'issue. Fumée noire, pas de majorité. Fumée blanche, le nouveau souverain pontife est désigné. Pour vous donner une idée, il avait fallu 2 jours et 5 scrutins pour élire le pape François en 2013. Et bien d'abord, ce qui est intéressant, c'est que le collège des cardinaux est à l'image du pape François. Il a lui-même nommé 8 cardinaux sur 10. Ils viennent pour la plupart des pays du Sud, Algérie, Pérou, Équateur, Chili. Beaucoup y voient donc une influence européenne de moins en moins déterminante.
Peut-on en tirer des conclusions? Sûrement pas. Toutefois, les connaisseurs de la curie sont partagés. Certains anticipent l'élection d'une figure proche du pape François, sociale, progressiste. Et là, deux noms reviennent régulièrement, deux Italiens. Celui de Pietro Parolin, d'abord, c'est le favori des parieurs. Signe particulier, il est le secrétaire d'État du Vatican, une sorte de Premier ministre, le numéro 2 du Saint-Siège. Bref, l'un des plus influents. Beaucoup voient en lui un diplomate capable de surmonter les clivages au sein de la curie. Le deuxième favori, c'est lui, Matteo Zuppi, l'archevêque de Bologne. Un profil progressiste dans la droite ligne des préoccupations du pape François. Outre l'Italie, il y a Anders Arborelius, l'archevêque de Stockholm. Il a l'estime aussi bien des conservateurs que des progressistes et c'est un fervent défenseur de la cause environnementale. Citons aussi le cardinal Peter Turkson du Ghana, sur la même ligne. Et puis certains n'excluent pas un pape asiatique ou africain. Et là, c'est le nom du Philippin Luis Antonio Gokim Tagle qui revient le plus. Ex-archevêque de Manille, il revendique lui aussi des positions progressistes. On l'appelle même le François asiatique. À l'inverse, d'autres parmi les bookmakers anticipent une rupture avec l'approche du pape François et un retour au conservatisme. Et là, deux candidats sortent du lot. Le premier, le cardinal Peter Erdo de Hongrie, un défenseur de la doctrine catholique traditionnelle. Le deuxième, le très conservateur guinéen Robert Sarah, nommé par Benoît XVI en 2010. Il s'oppose à toute réforme de l'Église. Il est contre le célibat des prêtres. Enfin, un autre nom revient avec insistance, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, l'homme fort de l'Église catholique américaine, un opposant au pape François, très conservateur sur le plan de la doctrine et plus progressiste en matière sociale. Tout dernier mot, beaucoup relèvent cette année la très grande diversité des cardinaux qui se connaissent peu et ne se voient quasiment jamais. C'est un des éléments qui pourrait déjouer les pronostics. La page du sport dans ce journal, le démarrage effectif de la phase de play-off, c'est mercredi 23 avril 2025 de la Ligue 1 du championnat congolais dans les 10 sites retenus pour cette phase décisive, notamment Kinshasa et Lubumbashi. Et la première rencontre de la journée, c'est celui de l'AS Maniema Union de Kindu qui s'est imposé sur une note de 2 buts à 0 face à l'AF Angers Vert au stade des Martyrs de Kinshasa et à Lubumbashi, FC Saint-Éloi Lupopo remporte le match face à FC Tanganyika sur les scores d'1 but à 0 au stade Kibasa Maliba. Le tout-puissant Mazembe bat complexe scolaire sportif Don Bosco par 2 buts à 1 au stade tout-puissant Mazembe des Kamalondo. La dernière rencontre de la journée est celui des Aigles du Congo face à l'As Vitaki au stade de Martyrs de Kinshasa. Le match a été brutalement interrompu suite à des actes de violence, d'une violence inqualifiable de supporters de Vita Club ont envahi la pelouse, agressant physiquement les arbitres ainsi que plusieurs joueurs des Aigles du Congo. Des scènes d'une rare brutalité se sont déroulées sous les yeux impuissants des forces de l'ordre, totalement dépassés par les événements. Entre bousculades, coups et panique générale, l'atmosphère est devenue irrespirable jusqu'à l'intervention musclée avec des gaz lacrymogènes. Ces troubles au stade de Martyrs et plusieurs chaises cassées par les supporters de Vita Club est dû au but du FC Les Aigles du Congo validé par l'arbitre et contesté. Et les ballons n'avaient pas franchi la ligne de but, ce qui a suscité la colère de supporters de l'AS Vita Club qui se livrent aux actes de vandalisme. Un moment sombre pour le football congolais, marqué par un déferlement de haine et une atteinte grave à l'intégrité sportive.
Restons toujours dans le sport à quelques jours du coup d'envoi de la 17e édition de la Coupe d'Afrique des Nations U20 CAF Total Énergie prévue du 27 avril au 18 mai 2025 en Égypte. Le ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbo donne de la force au Léopard Junior et croit fermement au sacre de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Les détails avec Judith Kapemba. Les patrons des sports en RDC a rencontré le mardi 22 avril le Léopard Event en Tunisie en plein stage pour les encourager à obtenir de bons résultats dans cette compétition. Cette visite du ministre, empreinte de convivialité et de motivation, a eu lieu à l'hôtel El Mouradi à Tunis, où le ministre a tenu à exprimer son soutien indéfectible à l'équipe nationale U20. Cette visite d'encouragement chaleureuse a constitué un moment précieux pour les joueurs avant leur départ pour Égypte. Didier Boudimbo a particulièrement insisté sur l'importance de chaque match et encouragé les joueurs à donner les meilleurs d'eux-mêmes pour remporter la victoire. Il a réitéré son appui au coach de l'équipe nationale U20, exprimant sa confiance dans les capacités des joueurs à jouer et à briller dans cette compétition. Recevoir dans ce cadre est pour nous un honneur et surtout une fierté, car il n'est pas de coutume que les jeunes dans cette catégorie reçoivent des autorités gouvernementales. En mon nom propre, celui de mes collaborateurs et aussi des athlètes, je voudrais par ces mots vous remercier infiniment. En vous rassurant que depuis que nous avons entamé notre préparation, les choses se passent correctement. Les garçons n'ont qu'un seul objectif, c'est d'honorer la République. Avec l'aide de Dieu, l'accompagnement du gouvernement que vous représentez ici, et aussi de la fédération représentée par la Ligue nationale de foot des jeunes, nous osons croire qu'ensemble, nous nous rendrons en Égypte pour honorer la République. Pour moi, c'est une fierté que vous puissiez atteindre déjà ce niveau. Et je suis persuadé qu'on ira plus loin. La dernière fois quand je suis passé voir l'hôtel Béatrice, j'étais convaincu que vous allez faire une fierté pour notre pays et vous l'avez fait. Vous avez su ramener cette coupe-là. Pour moi, je ne pense même pas qu'on va viser la demi-finale, mais c'est la finale et ramener la coupe au pays. Nous sommes un pays en guerre, un pays agressé. Vos parents, nos parents actuellement ont certaines blessures. Ils ont besoin d'être soulagés, ils ont besoin d'avoir le sourire. Et le sport, surtout le football, c'est le sport qui réunit tout le monde. Opposants, même dans les zones occupées, si vous faites des bons résultats, même à Goma, à Bukavu, les Congolais qui sont là-bas, qui sont en train de passer des moments très difficiles, ils seront contents. L'objectif est clair, remporter la victoire finale et brandir la coupe. Les sélectionneurs des Léopards Junior, Guy Boukassa, a dévoilé dans la soirée du lundi 21 avril dernier la liste de 24 joueurs convoqués pour participer à cette compétition. Dans cette liste, l'on retrouve quelques cadres de l'équipe et joueurs venus de la diaspora, entre autres Ibrahim Matobo, Tony Talassi, Kevin Makoko, Grady Katungulu, Frédéric Efouélé et Merdi Palato. Yohan Mboko, Axel Kayombo et Oscar Kabouita, non libérés par leurs clubs respectifs, puisque la compétition ne se déroule pas pendant une période FIFA, selon les raisons avancées par leurs clubs respectifs. Par ailleurs, Diangana Marzouk figure parmi les réservistes. Les Fauves congolais vont affronter les Black Stars du Ghana le vendredi 2 mai prochain à Suez, un match comptant pour la première journée du groupe C, avant d'offrir leur hospitalité aux Centrafricains et aux Sénégalais. Le premier du groupe validera automatiquement son ticket pour le quart de finale et le deuxième sera qualifié s'il termine parmi les meilleurs deuxièmes de l'ensemble des poules. C'est la fin de ce journal. Voici les rappels des titres. 20 ans de servitude pénale pour l'ancien Premier ministre
Augustin Matata Pognon est député national et 10 ans d'inéligibilité. Décision de la condamnation par la Cour constitutionnelle dans l'affaire du procès du parc agro-industriel de Boukangalonzo contre l'opposant Matata Pognon et demande son arrestation immédiate. Prévu pour ce jeudi 24 avril 2025, l'Alliance pour le changement, parti politique de l'opposition que dirige Jean-Marc Kabound à Kabound, a un grand meeting qu'il dénomme d'éveil des consciences. Ce rendez-vous politique est le premier depuis sa sortie de la prison. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Pius Chimanga, assisté par Exocé Lutiaka. La coordination était assurée par Judith Kapemba. Quant à moi, je vous dis à vous tous merci de nous avoir suivis.